Bienvenue à ce nouveau webinaire sur les secteurs et les métiers. Comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà participé, c'est une série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour du métier d'accompagnant éducatif et social. Donc je vais vous présenter rapidement nos intervenantes. Donc Madame qui pour l'instant n'a pas de caméra mais qui apparaîtra bientôt, qui est responsable du pôle accompagnement et aide à la personne à l'IRTES Franche-Comté. Madame Lauverrier, formatrice responsable pédagogique AES à Auxerre à l'IRTES de Bourgogne. Madame Audrey Méniaud, développeur de l'apprentissage référente AES au CFA sanitaire et social. Madame Roxane Garnier, chargée de gestion et de formation sanitaire et sociale à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, Madame Christelle Burgos, DDO Service Ingénierie Formation à la direction régionale de Pôle emploi BFC. Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Donc quelques indications pour le bon fonctionnement du webinaire. Donc vous avez toujours le chat pour nous poser des questions tout au long de l'intervention, on ne manquera pas d'y répondre. Vous aurez la possibilité de télécharger les différents supports qu'on va vous présenter. Il y a une petite icône nuage avec flèche en haut de chaque présentation. Et avant de partir, je vous mettrai un petit lien dans le chat pour un petit questionnaire rapide. Donc je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Madame Siour. Madame Siour. Oui, bonjour, vous nous entendez, c'est bon? Ok. Donc, nous sommes donc à l'IRTES de Franche-Comté. Moi, je suis responsable du pôle accompagnement et aide à la personne. Et donc, à mes côtés, Gaëlle Petersen, qui vient de terminer la formation d'AES. Donc, nous, on va peut-être faire un point rapide sur la formation des AES, l'historique. Donc, la formation des AES, c'est le rapprochement de deux formations initiales, celle des aides médico-psychologiques et celle des auxiliaires de vie sociale. Et puis, donc, en 2016, il a été mis en place la formation des accompagnants éducatifs et sociaux à l'époque avec 3 options. Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire, l'accompagnement à la vie en structure et l'accompagnement à la vie au domicile. Donc, nous, dans le cadre de notre travail en partenariat avec la région, nous avons pu monter les 3 spécialités sur les années qui viennent de s'écouler. Et puis donc, depuis le 1er septembre 2021, il y a une nouvelle réforme de la formation des AES qui a supprimé les 3 spécialités et où il y a eu une augmentation du nombre des heures de cours, puisque nous étions auparavant à 525 heures de cours et 840 heures de stage. Et là, nous venons de passer avec la réforme à 567 heures de cours, dont 21 heures d'AFGSU, qui remplace le PSC1, et 840 heures de stage. Donc, les AES peuvent travailler dans des milieux très divers et variés, qui vont effectivement de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, l'accompagnement des personnes à leur domicile et l'accompagnement effectivement dans ce qui auparavant s'appelait l'accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire, mais qui maintenant continue à être une spécialité qui est sollicitée par l'éducation nationale. Et nous avons un long travail avec l'éducation nationale et encore cette année, nous avons certains stagiaires qui vont réaliser l'un de leurs 3 stages, puisque nous avons proposé aux AES qu'ils fassent leur formation en 3 stages différents. Dans le cadre de l'accompagnement d'enfants en situation de handicap dans le cadre scolaire. Voilà. Donc, à ce jour, nous sommes effectivement dans une situation de grande demande d'AES et d'AES diplômés. Nous, tous les AES qui viennent de sortir, là, dont Gaëlle fait partie, sont pour une grande majorité d'entre eux en CDD, puisqu'ils attendaient de récupérer leur diplôme. Il y a un certain nombre de CDI qui sont proposés. Et puis,
Il y a aussi un grand nombre de stagiaires là qui, ces 2 dernières années, se dirigent à la sortie de la formation d'AES vers l'intérim pour pouvoir élargir et diversifier leur champ de compétences, leur rencontre avec des publics différents. Et voilà, moi je suis particulièrement étonnée, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera partagé par mes collègues, mais en tout cas, la grande nouveauté à laquelle je suis confrontée et qui est relayée par un grand nombre d'employeurs, c'est que de plus en plus, les AES ne souhaitent pas signer de CDI, qu'ils souhaitent effectivement soit être en intérim, soit signer des CDD. Et ça, c'est quelque chose qui émerge de tous les lieux, qu'il s'agisse effectivement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais aussi dans tous les établissements du secteur social et médico-social, que ce soit les IME, les MEX, puisque nous avons des AES qui sont en MEX, les femmes, les foyers d'hébergement, tout ce qui est ENMS, c'est-à-dire les établissements non médicalisés, nous font tous remonter la situation des professionnels qui arrivent sur le terrain, en particulier des AES, de ne pas souhaiter signer de CDI, même quand il en est proposé un. Voilà. Du coup, il y avait une petite question dans le chat qui posait la question, l'intérim, est-ce que c'est la problématique du salaire en fait qui se pose du fait que les gens se mettent un peu plus en intérim? Alors nous, les réponses que nous avons eues et ce qui fait effectivement, parce que nous, on a fait un sondage dans le cadre du pôle auprès des AES pour connaître les raisons. La première raison, c'est effectivement un salaire plus conséquent quand les gens passent par l'intermédiaire de l'intérim, parce qu'ils ont une rémunération plus élevée. Et puis, l'autre raison invoquée, mais qui arrive toujours en deuxième ligne, c'est le fait que ça permet aux professionnels de pouvoir rencontrer des équipes diverses et variées, et surtout des publics et des modes d'intervention différents, des temps d'intervention différents aussi. Il y a des lieux dans lesquels, quand les AES vont pouvoir travailler, ils n'auront pas de coupé, parce que ce dont nous apercevons, c'est que là, en plus, avec l'augmentation de l'essence, etc., quand il est proposé aux AES des postes avec des temps d'intervention en coupé, les AES ont tendance à essayer de trouver un autre poste parce que c'est compliqué, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est madame... si, la personne est en train de... Parfait, merci. Ok, alors attendez, on va essayer de regarder le chat, nous. Non, sinon, il n'y avait pas d'autres questions pour le moment. Ouais, voilà, non, c'est surtout effectivement les questions qui sont... les questions sont de cet ordre-là, quoi. Vraiment... Après, il y a une grande nouveauté aussi, et puis après, je laisserai la parole, mais il y a une grande nouveauté avec la réforme des AES, où effectivement, avec la réforme des AES, il y a 5 blocs de compétences, alors qu'auparavant, il y en avait 4, sur le même modèle que toutes les formations du secteur social et médico-social. Et maintenant, il y a un domaine de compétences qui équivaut à un bloc de compétences qui est équivalent à un bloc de compétences des aides-soignants. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté. C'est-à-dire que ça pose aussi une question. Les AES sont restés en niveau 3, niveau de qualification niveau 3. Les aides-soignants sont en niveau de qualification 4. Et il y a ce domaine de compétences commun qui fait qu'ils sont à cheval sur les 2 niveaux. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de récent. Donc on fait avec les éléments qui arrivent. Ce nouveau texte, il est sorti le 31 août pour une application au 1er septembre. Donc ça a été un petit peu la course, mais voilà, on a essayé de répondre. On commence à avoir des retours des employeurs. Nous, on a un certain nombre d'employeurs qui nous disent qu'ils ne comprennent pas bien, voire pas du tout, pourquoi il y a eu la suppression des spécialités.
Après, il y avait aussi dans les groupes de travail au ministère et dans les DRETS des représentants des employeurs. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont effectivement en train de se mettre en place et je pense qu'il y aura des retours à différents moments. D'accord. Donc voilà, hein, ce qui est aussi pas simple du tout, c'est qu'il y a un certain nombre d'AES qui n'ont pas bénéficié ni des primes Covid, ni des primes dans le cadre du Ségur. Et ça a aussi eu des effets pas simples pour un certain nombre de salariés, ce qui peut, enfin de futurs salariés, ce qui peut expliquer aussi qu'il y ait des choix d'intervention et de lieux d'intervention différents. Voilà. En tout cas, nous, les retours que nous avons, c'est que dans le secteur social et médico-social, il y a une demande conséquente. Nous, à l'IRTS, nous recevons entre 1 et 5 demandes de formation par semaine, enfin 5 demandes de poste, pardon, pas de formation. Et donc, nous transférons toutes ces offres à nos anciens étudiants, stagiaires, et toutes les offres sont répertoriées aussi sur le site de l'IRTS. Voilà. D'accord, merci. Il y avait une petite non, il y a 2 questions en fait. Donc il y a une personne qui demande donc s'il n'y a plus de spécialité, une personne qui souhaite devenir AESH préparerait un diplôme d'AES? Alors effectivement, le problème par rapport à ce poste d'AESH et au diplôme, c'est que les AES, option accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire, étaient vraiment très repérés sur le terrain, très demandés par l'éducation nationale, sauf que le diplôme d'AES ne figure pas dans la reconnaissance des métiers qui dépendent de l'éducation nationale. Donc ça, c'est aussi les difficultés entre les différents ministères. Après, effectivement, le diplôme d'AES actuel, la nouvelle mouture avec plus d'heures, est un diplôme beaucoup plus général et on a perdu la dimension des spécialités que nous avions, hein, puisque quand même, dans la formation précédente, il y avait 147 heures spécifiques orientées soit sur le travail au domicile, soit sur le travail en structure, soit sur l'éducation inclusive, l'accompagnement à l'éducation inclusive et la vie ordinaire. Donc, dans le montage pédagogique, il reste effectivement quelques ouvertures par rapport à cette dimension-là de l'accompagnement, mais ça n'est plus aussi spécifique parce que, si vous voulez, de 525 heures à 567, on ne retrouve pas les 147 heures qu'il y avait dans les 3 spécialités, puisque c'était 147 heures pour chacune des spécialités. Voilà. Quel type de structure pourrait être approprié pour réaliser un stage? Alors, les AES peuvent réaliser des stages dans tous les types de structures qui sont du côté de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ce que je disais tout à l'heure, les personnes en situation de dépendance, les personnes qui ont besoin d'avoir aide, accompagnement, présence et disponibilité d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Et l'ouverture à la citoyenneté, à la place dans la vie sociale. Et voilà. Quels arguments face à un projet de reconversion de projet professionnel, choix entre la formation AS ou AES? Alors, comment vous dire? Moi, je pense qu'il vaut mieux être AES, mais bon, je ne suis pas du tout objective. Après, les lieux d'exercice professionnel des aides-soignantes et des AES, il y a des lieux d'exercice professionnel communs, mais il y en a qui sont très différents. Un AES, il ne va jamais intervenir dans un service hospitalier classique. Il y a des aides-soignants qui peuvent travailler dans les services de pédiatrie avec les auxiliaires puères. Une AES n'y interviendra pas. L'AES, il est plus orienté du côté de l'accompagnement des personnes en situation de déficit, de handicap, de pathologie. Voilà. Après, il y a des tas de lieux d'exercice professionnels communs. Et l'ouverture intéressante, et ce que disent tous les professionnels, c'est qu'effectivement, les AES et les aides-soignants ont des supports de travail en commun, c'est-à-dire toute la réalisation des actes de la vie quotidienne, l'accompagnement à cette réalisation, mais ils ne l'abordent pas de la même façon parce que l'histoire des métiers n'est pas la même.
Quand vous êtes du côté des aides-soignantes, vous êtes dans un secteur très médical, très médicalisé, du côté de la santé. Quand vous êtes du côté des AES, vous êtes plus dans une dimension d'accompagnement, de prise en compte globale de la personne. Je ne dis pas que les aides-soignantes ne prennent pas en compte la personne dans sa globalité, mais il y a quand même cette dimension plus de l'ouverture à la dimension psychique et du soin psychique ou psychologique. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je sens que ça suscite plein de questions tout court, beau métier et puis plein de questions par rapport aux autres certifications. On a sollicité, vous nous avez emmené un de vos anciens étudiants. Oui. On va lui laisser la parole. Ben, c'est ça, on avait quelques questions à vous poser. Je ne sais pas si vous voulez lui poser. Ben, je vais lui passer mon téléphone. D'accord. Alors, on va frotter un peu, hein, parce que Covid. Voilà. Donc, bonjour. Oui. Bonjour. Donc, du coup, je vais déjà vous demander qui êtes-vous et déjà merci de participer à ce webinaire pour parler des études que vous avez fait, de la reprise d'études et de votre métier. Du coup, qui êtes-vous et quel est votre poste actuel? Alors, déjà, je vous remercie. Pas le téléphone. Je vous remercie pour l'invitation et je suis ravi de parler de l'année que je viens de passer dans la formation AES et maintenant en tant qu'AES diplômé, puisque je peux le dire, AES diplômé depuis peu. À l'origine, donc je suis Gaël Petersen. À l'origine, je suis dans le responsable de magasin. J'étais dans la vente pendant à peu près 16 ans. Choix où j'ai passé un temps merveilleux et j'étais extrêmement épanoui dans mon métier, mais quelque chose me manquait. Et donc, j'ai fait le choix d'aller dans l'univers de l'accompagnement. Alors, pas le même accompagnement que dans le commerce, mais un accompagnement personnalisé, un accompagnement qui a, pour moi, je dirais, un petit peu plus de sens quand on est sur les deux branches un peu différentes. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai créé mon entreprise d'accompagnement à domicile. Voilà. En fait, j'avais pris la spécialité, puisqu'encore à ce moment-là, nous avions le choix des 3 spécialités, et j'avais pris l'accompagnement à domicile. Et donc, j'ai créé mon accompagnement pour pouvoir justement proposer, comme disait Patricia, un accompagnement vraiment personnalisé et avec une vision du soin un peu différente que celle justement d'assistants aidez-moi Patricia, j'ai perdu le nom d'AS, voilà, justement d'aide-soignant, pas ce côté médical, mais plus le côté accompagnement dans la vie quotidienne, l'accompagnement humain. Donc, focaliser sur les soins et la dimension médicale. Voilà, c'est vraiment un accompagnement plus global. Et personnellement, j'avais envie en plus que ce soit au domicile des personnes, puisque je trouve que c'est un endroit où on peut véritablement accompagner en s'adaptant à la personne et non à la personne à s'adapter à une structure, même si le travail en structure est différent. Voilà, moi, c'était un choix personnel. Pour le coup, dans la formation, j'ai effectué 3 périodes de stage. Donc, la première, ça a été auprès du CCAS, d'un CCAS, donc en accompagnement à domicile. Le second a été dans une entreprise à domicile privée, donc j'ai pu voir aussi l'organisation de ces 2 types de structures. Et en dernier, dans une MARPA. Donc là, pour le coup, avec une vision, même si les gens sont chez eux, c'est une vision plus de structure, avec une vie en communauté, où les gens ont leur propre résidence, mais passent du temps ensemble, mangent ensemble les midis, voilà, tout cet aspect de vie collective, voilà. Et donc voilà, moi le AES, je trouve qu'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, de travailler sur soi, d'apporter oui, c'est vraiment d'apporter quelque chose de différent et que ce soit vraiment individualisé, que ce soit personnel. Ouais, voilà ce que je pourrais dire sur cette formation-là. Je trouve qu'elle a permis, moi, en tout cas, elle m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit
vraiment plus grande, même si je pensais être ouvert d'esprit. Et pour le coup, en fait, je me suis aperçu que malgré tout, il y avait parfois un peu des jugements ou des idées préconçues. Et cette formation-là, cet accompagnement que l'on a eu, moi, m'a vraiment permis d'avoir une ouverture d'esprit, d'enlever cette idée de jugement, de pouvoir avoir, de prendre en compte la personne telle qu'elle est, de respecter ses choix, enfin voilà, il y a vraiment une dimension humaine très forte dans cette formation AES. Question. Du coup, vous avez quasiment répondu à toutes mes questions sans que je vous les pose. Vous avez fait un condensé de réponses, c'est merveilleux. Non, c'est parfait. Parce que le temps file et que du coup, voilà. Mais une réponse courte pour une dernière question. Si vous aviez un conseil ou un mot à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier. Alors, il faut le faire. Il faut y aller. Simplement. Il faut y aller. Alors après, c'est un choix. Il faut quand même, c'est un métier qui est extrêmement prenant et très intéressant. C'est l'humain avec l'humain. C'est le métier le plus compliqué, mais le métier le plus combien enrichissant. Je ne vais pas dire au monde, mais ça fait partie, voilà, de ces métiers ô combien importants et enrichissants. Si l'idée est là, je pense qu'il faut y aller, il faut se lancer. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune erreur, il n'y a que chaque chose que l'on fait dans la vie permet de grandir. On est très bien accompagné. Et en tout cas, moi personnellement, où j'ai eu un temps d'hésitation, une fois lancé, l'hésitation a disparu immédiatement, hein, vraiment. Et puis l'ensemble des formateurs sont là aussi pour vous accompagner dans les moments de doute, parce que honnêtement, pendant la formation, il y a des moments de doute, des moments où on est plus ou moins, on est déstabilisé, parce que comme je vous disais, on avait un peu des idées préconçues, et il est vrai que cette formation déstabilise, mais permet vraiment d'avoir une ouverture à l'autre différente. Non, il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Et effectivement, faut plus être AES que... Non, là, c'est du parti pris. J'imagine. En tous les cas, merci à vous deux. Avec plaisir. On va passer plus... Merci à vous deux. Ouais. Faut couper le... Ah, pardon. Merci. Du coup, je vais donner la parole maintenant à Madame Louverrier, si elle le veut bien. Madame Siour, monsieur, merci beaucoup vraiment pour vos témoignages et d'avoir expliqué ce qu'est le métier et un peu peut-être déconstruire les représentations de chacun sur ce métier. Donc, on va passer un peu plus sur comment devenir AES maintenant. C'est ça aussi qui nous intéresse. N'hésitez pas à intervenir, Madame Siour, au cas où. Hop là. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Amélie Lauverrier, je suis formatrice donc à l'IRTES de Bourgogne. Nous, on a un problème parce qu'on est partout. Hein. Pardon ? Et je suis responsable pédagogique donc, du dispositif AES sur Auxerre. Donc moi, je vais vous parler effectivement plus de la formation et déjà de comment, à quel public elle s'adresse. Donc, dans un premier temps, voilà, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que les demandeurs d'emploi sont très présents dans l'entrée, dans l'intérêt pour cette formation. Et puis, les personnes, comme le disait Madame Siour, en reconversion professionnelle, et puis on a eu le témoignage justement de vous, monsieur. Voilà, on ne fait plus carrière aujourd'hui dans un secteur d'activité et on est dans une société où on est vraiment dans le changement de carrière. Donc, la formation s'ouvre aussi aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans la formation. Et puis aussi aux personnes en situation d'emploi, donc les personnes qui sont en CDI dans des structures mais qui ne sont pas diplômés, donc par le biais de la formation et du plan de formation continue de la structure qui les embauche. Et puis, les personnes en contrat d'apprentissage qui se développent beaucoup aussi sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, les personnes en contrat de professionnalisation. Donc voilà, le public est assez diversifié et on se rend compte au mesure des années que les groupes sont vraiment très hétérogènes de par l'origine d'où ils viennent en fait. Concernant l'organisation de la formation,
mais peut-être j'ai dû sauter une diapo déjà sur les modalités d'admission. Donc maintenant, avec la réforme, comme le disait Madame Siour, du 1er septembre, voilà, qui est en application, les personnes donc envoient un dossier de candidature et puis il y a un comité de lecture qui vise un peu à apprécier l'intérêt des candidats par rapport au métier d'AES. Donc ce dossier est à constituer donc avec une lettre de motivation, un CV. Et puis, dans un deuxième temps, quand le comité de lecture a retenu les dossiers, les personnes sont invitées à passer donc l'épreuve orale d'admission avec un jury pour vraiment appréhender la motivation des personnes par rapport à l'engagement pour la formation d'AES. Donc, la formation, donc, depuis le nouveau décret et la réforme du DE depuis le 31 août, maintenant, la formation, pour un parcours complet, elle se dispense autour de 1407 heures, avec 546 heures de formation théorique, 21 heures de formation, d'attestation, formation et soins aux gestes d'urgence, et puis 840 heures de stage. Il y a eu, avec la réforme, donc ces 546 heures qui sont déployées sur 5 gros blocs de compétences. Donc avec le premier bloc qui est vraiment l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, qui est un gros bloc de 112 heures. Le deuxième, avec en complément tout ce qui est hygiène, pratique, entretien du cadre de vie, aide à la gestion du budget du quotidien des personnes. Le troisième bloc qui est vraiment là sur la notion du projet personnalisé, l'accompagnement à la vie citoyenne, à la vie sociale de la personne. Le quatrième bloc qui est plus sur toutes les notions vraiment théoriques du positionnement de la personne dans son champ de travailleur social et dans son contexte d'intervention. Et le DF5 qui est commun donc au diplôme d'aide-soignant et qui, lui, est plus axé sur les modalités du travail en équipe et de la gestion des risques et des traitements de l'information. Donc voilà pour les contenus vraiment de la formation en tant que telle. La formation, donc, elle est vraiment à individualiser en fonction des parcours. Et on voit depuis cette année, on voit vraiment les personnes en fonction déjà des diplômes. Il existe beaucoup de dispenses. Il y a des personnes qui ont déjà un diplôme d'auxiliaire de vie sociale, un diplôme, un BEPA, service à la personne. Donc, toutes ces personnes sont dispensées de certains blocs. Et cette formation, elle peut être organisée en fonction des organismes de formation entre 10 et 24 mois. Donc, pour l'IRTES de Dijon, cette formation, elle est dispensée sur 11 mois sur différents sites, Dijon, Auxerre et Chalon-sur-Saône, et en 18 mois sur la filière de Dijon. La formation pratique, je vous le disais, donc c'est 840 heures de stage. À la différence des années précédentes où les stages étaient notés, maintenant c'est une évaluation qualitative des compétences. Et au terme du parcours de formation, l'ensemble des compétences doit être validé par les apprenants. Donc pour un parcours complet, la durée du stage est de 840 heures. Qui se répartit en au moins 2 stages. Donc après, ça dépend des organismes de formation. Ça peut être 2, 3, 4 stages, vraiment, c'est plus rare. Et nous, à l'IRTES de Dijon, c'est 2 ou 3 stages qui doivent vraiment couvrir les 5 blocs de compétences. Et puis pour les personnes qui sont en situation d'emploi, le stage à l'extérieur de la structure où elles sont employées est de minimum 140 heures. Et pour les personnes qui auraient donc déjà des diplômes qui les allégeraient sur certains parcours, le stage équivaut à 168 heures par bloc de compétences en formation. Donc, ça veut dire si vous avez par exemple une personne qui a 2 blocs de compétences à valider, et bien, elle fera donc un stage de 2 fois 168 heures. Voilà pour la formation pratique.
La validation des blocs, elle se fait de façon indépendante. Donc, chaque bloc de compétences doit être validé de façon indépendante et séparément. Si, par exemple, un bloc de compétences est à 13 sur 20 et un autre bloc à 7 sur 20, ça ne fera pas une moyenne de 10. Il faut vraiment qu'il y ait une moyenne de 10 sur 20 sur les épreuves de chaque bloc de compétences. Et puis, les stages qui n'ont pas une valeur normative avec une note de stage, mais qui doivent être toutes les compétences en fait de chaque bloc doivent être validées en fin de parcours. Voilà, j'ai essayé d'être bref pour laisser la parole aux autres intervenants. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et puis, de toute façon, vous retrouvez tout. Je laisserai donc le support à Madame Perrin pour qu'elle puisse le diffuser. Et puis, je vous mets les coordonnées donc, de l'IRTES avec la responsable de la filière, Madame Lucan, la responsable de la filière sur Dijon. Voilà. Du coup, Madame Sur me disait qu'il y avait quelques petites différences à l'IRTS de Franche-Comté, donc n'hésitez pas à contacter en fonction de vos lieux d'exercice l'un des deux organismes de formation. Parce qu'il y a quelques petites nuances, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller prendre des renseignements. Il y avait une petite question parce qu'on avait invité aussi Madame Megnaud pour parler de l'alternance. Mais la question c'était, et du coup je ne sais pas si l'un de vous aura la réponse, c'est comment se déroule l'alternance pour les personnes en contrat de pro? Oui, je peux prendre la parole. Allez-y. Donc en fait, en contrat de pro ou en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage, c'est le nom du contrat qui change, si vous voulez. L'alternance, c'est ce que Amélie Lauverier précisait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les 840 heures de pratique à faire, en gros, vous avez vos heures de cours et puis le reste du temps, sur toute la durée du contrat, vous êtes chez votre employeur, sauf pour 140 heures, c'est-à-dire l'équivalent de 4 semaines, où là, vous devez faire un stage de diversification qui se fait donc vers un autre public. Voilà, donc si vous êtes AES en EHPAD pendant votre contrat de pro, contrat d'apprentissage, eh bien, vous pouvez être sur, je sais pas, type AES en IME ou autre, voilà, à valider, bien entendu, avec votre centre de formation. Voilà. Après, j'ai répondu à la question de Madame Jamet. Oui, j'espère. Oui, merci. De rien. Alors, pour parler de l'alternance, donc moi, je représente le CFA sanitaire et social de Bourgogne-Franche-Comté. Pour ma part, je suis la référente de la formation AES sur la partie Bourgogne, sachant qu'on a une référente sur la partie Franche-Comté qui s'appelle Émilie Bouglet, ou Karen Benoît, selon le département. Donc voilà, de toute façon, peu importe, vous appelez le CFA et puis on vous redirigera vers la bonne personne. Donc nous, en tant que CFA, on accompagne les apprentis qui décident de s'orienter sur un parcours de formation AES. L'apprentissage, grosso modo, c'est pour les personnes qui ont moins de 30 ans, de 16 à 29 ans révolus, donc jusqu'à la veille des 30 ans. Et puis le contrat de pro, c'est pour les demandeurs d'emploi et puis pour les plus de 30 ans. Voilà. L'apprentissage est ouvert aussi aux personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de limite d'âge pour conclure un contrat d'apprentissage. Voilà. Il faut savoir que, alors moi je voulais revenir sur un petit point, notamment les terrains de stage. Il faut savoir qu'effectivement, il y a tout ce qui est public en situation de handicap, et puis il y a aussi tous les terrains de stage dans les EHPAD. J'ai d'ailleurs rencontré un EHPAD hier qui est très intéressé par le profil AES parce que justement, pour eux, ça signifie l'EHPAD de demain. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le soin pur de la personne âgée où voilà, on la lève, on lui fait la toilette, ou c'est les aides-soignants qui s'occupent de toute cette partie-là. On est vraiment dans l'accompagnement vers l'autonomie ou le maintien de l'autonomie. Voilà, donc ça, c'est très important de le savoir. Si jamais il y a des conseillers qui recherchent des terrains, voilà, les EHPAD sont très ouverts à ce type de formation en tout cas. Alors, concernant l'alternance, après, donc,
là, c'est plutôt au niveau financement, mais en fait, n'importe quelle structure peut intégrer un apprenti, enfin un alternant, hein, que ce soit une structure privée, une structure associative ou publique. Hein. Il faut savoir notamment que des aides sont possibles avec la région, hein, pour la prise en charge du coût contrat, enfin de la formation, la prise en charge de la partie du coût de la formation. Donc ça, nous, c'est pareil, on peut vous informer là-dessus. Il n'y a pas de souci, on accompagne les personnes pour trouver un employeur, si elles décident. On valide avec elles aussi le projet professionnel. Hein. Alors oui, il faut y aller quand on a envie d'aider l'autre, c'est évident, c'est une formation qui est faite pour ça. Par contre, voilà, il faut quand même valider. On ne rentre pas dans une formation parce que la porte est ouverte. Hein, c'est important quand même de valider un projet professionnel parce qu'on s'engage quand même sur du plus ou moins long terme. Voilà. Après, au niveau de la formation, c'est exactement la même qu'un parcours classique en initial. Hein, sauf que voilà, la grande majorité de votre formation pratique terrain, ça va être chez votre employeur. Voilà. C'est d'une clarté. Merci beaucoup, Merci. Madame Ménou. Et du coup, vous avez, il y a le même type de CFA sanitaire et social, mais du côté Franche-Comté aussi. Alors franchement, en fait, c'est un seul CFA, mais il y a 2 antennes. Il y a l'antenne en Bourgogne et puis il y a l'antenne on a fait une antenne en Franche-Comté depuis 2018, elle est ouverte parce que voilà, il y a quand même beaucoup de structures qui sont intéressées par les formations de la santé et du social. Donc on a une développeuse qui gère l'antenne Franche-Comté et qui a été renforcée par une autre de mes collègues en août dernièrement là. Voilà. D'accord. Ben merci beaucoup. Donc là, on vient de regarder le diplôme d'AES en soi. Maintenant, on va peut-être s'intéresser un peu au financement et je vais laisser la parole à la région. Si elle veut bien, Madame Garnier ou Madame Cordier, qui prend la parole? Je vais intervenir. Après, je ne sais pas si Christelle veut introduire. Non, donc. Alors sur la partie donc formation, accompagnant éducatif et social, effectivement, la région intervient donc pour la prise en charge de parcours de formation dans le cadre donc d'un appel à projet. Le diaporama, là, je vais juste introduire dans un premier temps. Donc, cet appel à projet est en général ouvert donc à tous les organismes donc qui ont l'autorisation par rapport donc à cette formation AES. Donc, cette année, on a ouvert 246 places en cursus complet et on intervient également dans le cadre d'une action PRIC, donc plan régional des compétences, donc 60 parcours partiels. Donc ça, c'est une partie des possibilités de prise en charge, parce que comme on vient de le voir, il y a toutes les possibilités avec l'alternance et également, on le verra plus tard, sur les interventions Pôle emploi. Christelle Burgos, je sais pas, parce que du coup dans le diaporama, est-ce que tu veux qu'on fasse comme la dernière fois, qu'on intervienne à 2 voix, parce que ça reprenait aussi vos possibilités de prise en charge. Bonjour à tous. Je pense que c'est pas forcément nécessaire parce que du coup, tout le monde a exprimé en tous les cas la partie employeur. Peut-être Oui, que du coup, tout à tu fait. vas à la partie région. Puis On moi, va je vais à passer la plus partie rapidement. Ouais. individuelle après. Eh ben, très bien. Ou comme tu veux. Ok, Hein. parfait. Non, c'est très bien. Donc, comme je vous le disais, on intervient donc dans le cadre d'un appel à projet sur la partie, donc, une fois que les organismes sont choisis, en général, ça se passe en juin. Les personnes, donc les demandeurs d'emploi, peuvent se positionner pour faire une demande de prise en charge région du coût de la formation. Donc, sur ce coût de formation, la région donc laisse une participation de 184 € à la charge donc
donc du demandeur d'emploi pour le mobiliser, on va dire, sur la place qu'il prend et son engagement dans la formation. Donc, sur les critères d'éligibilité, donc c'est déjà être dans un institut qui a été retenu dans le cadre de l'appel à projet en Bourgogne-Franche-Comté, être inscrit à Pôle emploi, toutes catégories confondues. Et dans le cadre de l'instruction des dossiers, le demandeur d'emploi doit fournir une attestation d'inscription à Pôle emploi qui date de moins de 2 mois. Ensuite, nous avons des critères par rapport à la qualification professionnelle. Donc, le candidat ne doit pas avoir de qualification professionnelle dans les 2 ans avant l'entrée en formation, sauf, donc c'est la particularité pour les diplômes qui donnent des allègements dans le cadre notamment du nouveau référentiel. Et ensuite, donc, ne pas être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical ou social, où là, effectivement, la région n'intervient pas. Donc, en exemple, une personne qui est déjà, par exemple, diplômée aide-soignant ne pourra pas se positionner pour une prise en charge de sa formation d'accompagnant éducatif et social parce qu'il est pris en compte dans le cadre d'une passerelle. Et donc là, c'est ce qu'on verra plus tard sur des éventuelles prises en charge, notamment par Pôle emploi. Donc sur les critères d'exclusion, je vais passer assez rapidement, mais donc toutes les personnes, donc soit fonctionnaires, salariés ou qui perçoivent une allocation d'études versée par un employeur, ne sont pas éligibles. Sont exclus également les démissionnaires d'un CDI à temps plein ou partiel qui auraient démissionné dans les 4 mois avant l'entrée en formation. Et enfin, les personnes soit en congé parental ou titulaire d'un diplôme, comme je le disais précédemment, qui permet un parcours dit passerelle ou en cursus VAE. Donc la procédure, je passe rapidement parce que ça c'est en lien avec les instituts, mais pour vous donner une idée, donc l'institut de formation transmet à la région la liste des personnes qui sont reçues pour intégrer la formation. Ensuite, le demandeur d'emploi doit transmettre à la région directement sa demande de prise en charge et les pièces justificatives. Il y a une instruction par les services de la région. Dans la mesure du possible, depuis cette année, on fait une réponse individuelle aux demandeurs d'emploi et on informe en parallèle le centre de formation. Et enfin, en cas de rejet de prise en charge, il y a toujours une possibilité de faire un recours par écrit à adresser au conseil régional pour un réexamen de la demande de prise en charge. Et donc, pour ma partie, j'ai terminé et je peux laisser la parole s'il n'y a pas de questions aux collègues de Pôle emploi. Ah si, je vais juste préciser par rapport à la formation AES, donc en parallèle des prises en charge des coûts de formation, on intervient également sur la rémunération des stagiaires lorsque Pôle emploi lorsque le candidat n'a pas de droit à Pôle emploi. Et ça, c'est valable sur les cursus complets et partiels pour la formation AES uniquement. D'accord, merci, c'était très clair. Du coup, en complément, Pôle emploi et je vais laisser la parole à madame Burgos. Ah, vous n'avez pas mis votre micro. Ça fonctionne là, c'est bon? Donc, en effet, Pôle emploi intervient en dernier recours après les dispositifs employeurs ou les dispositifs de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on intervient en complément pour répondre à des situations individuelles. Et il existe 3 types de réponses individuelles en dehors des dispositifs à destination des salariés. Donc, en premier, il y a ce qu'on appelle le CPF autonome. Donc, CPF, ça veut dire compte personnel de formation. Donc, tout demandeur d'emploi qui a des droits CPF ouverts peut les mobiliser via un outil qui s'appelle Mon compte formation. Dans ce cas, le coût pédagogique est pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations.
et le demandeur d'emploi, enfin pas le demandeur d'emploi, le titulaire du compte Mon compte formation. Et si le titulaire du compte est demandeur d'emploi, dans ce cas, il y a une rémunération qui est possible dans la limite des droits acquis à Pôle emploi ou alors dans le cadre d'une instruction, une expérimentation qui est en cours jusqu'au 31 décembre 2022 sur validation de son conseiller Pôle emploi. Donc, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est impérativement, qui est important et c'est le délai incompressible de 11 jours ouvrés minimum entre la validation de la demande de formation, de l'inscription et le démarrage de la formation. Une demande de fonds CPF ne peut pas être faite si on n'a pas ce délai incompressible de 11 jours. Donc ensuite, on a une deuxième possibilité, hein, c'est ce qu'on appelle le CPF abondé par Pôle emploi. Donc cela correspond au demandeur d'emploi dont le montant du CPF ne couvre pas la totalité du coût de la formation. Dans ce cas, Pôle emploi peut abonder en fait le reste à charge du demandeur d'emploi. Et dans ce cas, on a une rémunération associée, soit dans le cadre des droits acquis par la personne, ce qu'on appelle l'allocation recherche emploi formation, ou soit dans le cadre d'une rémunération de formation Pôle emploi. Donc, il faut savoir que cette situation, elle peut être aussi mobilisée pour des personnes en fait qui n'ont pas de droit CPF. Ça correspond en fait à une demande d'abondement sur la totalité du coût, mais c'est une possibilité pour les demandeurs d'emploi. Et enfin, en dernier recours, un point important, c'est aussi le délai incompressible. Hein, donc, c'est un délai incompressible de 25 jours ouvrés minimum avant le démarrage de la formation. Pardon. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte, ces délais. Donc, il est important du coup que les demandeurs d'emploi aient bien connaissance des prises en charge ou pas possibles en amont. Hein. C'est bien en fonctionnement en entonnoir. Donc, en dernier recours, hein, on a ce qu'on appelle l'aide individuelle à la formation de Pôle emploi. Donc, ça, c'est vraiment un dispositif purement Pôle emploi. Dans ce cas, le coût pédagogique est pris en charge par Pôle emploi, avec possibilité d'intervention éventuellement de la GFIP si le candidat est travailleur handicapé ou bénéficie de l'obligation d'emploi. Et dans ce cas-là, on a une rémunération qui est associée. Dans les trois cas, et selon le cadre réglementaire en vigueur, parce qu'il y a des conditions de mobilisation, des aides à la mobilité sont possibles. Ce qu'on appelle aide à la mobilité, c'est transport plus éventuellement prise en charge des repas. Donc vraiment, c'est selon le cadre réglementaire qui est en vigueur. Voilà. Donc voilà pour les dispositifs de formation individuelle qui sont mobilisables à l'issue de tout ce qu'on a vu auparavant. Alternance, dispositif employeur et prise en charge région. D'accord. Ben, merci à toutes et tous. En fait, moi j'ai trouvé ce webinaire fort éclairant sur le métier d'accompagnant social et éducatif et social. Vraiment, c'était vraiment très intéressant. Donc, pour les gens qui sont encore là, je vais mettre un petit questionnaire, un petit lien dans le chat. Si vous avez le temps de cliquer ou de copier-coller le lien pour répondre à 5 questions, c'est assez rapide. Il y a quelqu'un qui demande, pouvez-vous nous indiquer un calendrier pour s'inscrire en formation ? D'accord. Madame Sûr, dont j'ai coupé le micro, désolé, disait qu'aller sur le site directement et aller sur le site des organismes de formation, il y a les calendriers qui y sont directement. Voilà. Oui, pareil pour l'IRTES de Bourgogne. Ok. Voilà. Et vous pouvez les contacter aussi directement. Merci sincèrement à tous nos intervenants. Comme je vous l'ai dit, c'était très éclairant. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne après-midi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2022 pour nos prochains webinaires.
Au revoir.